Là, tu regrettes pas. Non. On parlera d'ailleurs de ton engagement social aussi dans l'aide des femmes dans de différentes associations. Aujourd'hui, on peut amener des gens sur la Lune et que sur le sujet de la santé des femmes, il ne se passe rien en fait. Tu as des sujets qui sont très compliqués. People will forget what you say. People will forget what you do. People will never forget how you made them feel. Hello, bienvenue dans The Leaders Lab, le podcast où, avec mes invités, les leaders d'aujourd'hui et de demain, on discute en toute intimité. Aujourd'hui, on accueille Fatoumata Ali. Hello Fatou. Hello. Alors moi, je peux me permettre de t'appeler Fatou parce qu'on se connaît depuis un moment, mais c'est Fatoumata Ali et on va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat, de Women's Health, de l'engagement pour aider les femmes et de plein d'autres sujets. Alors, bienvenue. Je suis vraiment ravie de t'avoir sur ce canapé. Merci pour ton invitation. On a réussi avec l'agenda. Écoute, on va démarrer par le début parce que je pense que les gens méritent de savoir qui tu es. C'est magnifique. Donc voilà, dis-nous qui est Fatou. Donc je suis Fatoumata Ali. Je suis née en Guinée il y a quelques années maintenant. J'ai grandi dans une petite ville minière qui s'appelle Kamsar. Et puis, j'ai quitté la Guinée, j'avais 14 ans pour aller vivre à Tunis. Et ensuite, de Tunis, je suis arrivée en France pour faire mes études supérieures. Et ensuite, je suis allée aux États-Unis. J'ai fait une courte pause, un échange dans le nord de l'État de New York. Et puis, je suis revenue en France. Et depuis, je suis là. Et ça fait combien de temps que tu es rentrée en France ? Je suis rentrée en 2009. Oui, d'accord, ça fait un petit moment. Ouais. Et ça t'a pas plu les États-Unis ? T'as pas voulu rester là-bas ? Alors j'aurais pu, parce que j'avais une proposition. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les États-Unis, mais j'ai eu comme un appel de revenir par ici. Là, tu regrettes pas ? Non. Là, on est d'accord, c'est mieux ici. Non. Après, j'aime beaucoup les États-Unis, donc j'aime beaucoup. J'ai de la famille, des amis, donc c'est un pays qui a une place importante dans ma vie. Maintenant, ma famille est ici aussi, j'ai mon mari, voilà. Et tu rentres souvent en Guinée, oui. Peut-être pas souvent, mais au moins une fois par an, non ? Au moins une fois par an, voilà. Parce que j'ai toute ma famille en Guinée, mes parents, mes petites nièces qui grandissent, mes frères et sœurs. Mon petit frère qui est rentré, qui était en France avec moi, qui a fait le choix qu'on a croisé l'autre jour. Voilà, qui était en in and out. Donc voilà. Donc, et quand tu étais petite, tu t'es dit, je veux devenir quoi ? Quand je serai grande, maman, je serai... Quand je serai grande maman, je serai... Oula, waouh. Alors, je pense pas que j'avais une idée très précise de ce que je voulais, de qui je voulais être. Alors, des histoires qu'on me raconte, que ce soit mes cousines ou même mes parents, j'ai toujours eu quelque chose de très social. J'ai toujours une fibre sociale très forte. Et je pense que voilà, je l'ai jamais vocalisé, mais j'aurais pu être infirmière, médecin... Voilà, faire des métiers du soin et d'être au service des autres, en fait. Donc, dans la santé, finalement. J'aurais pu. Oui. Voilà. Pas même très si loin, ma mère, elle dit toujours que j'aurais dû être ambassadrice à l'ONU. Ça aussi, c'est pas très loin. Je sais pas pourquoi. Ma mère, elle a ses 4 enfants et chaque enfant a un rôle. Voilà, elle a... Et toi, c'est l'ambassadeur. Voilà, moi... J'aurais dû être diplomate. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Tu peux encore l'être. Et puis hier, tu étais chez UNESCO, donc tout va bien. Le pouvoir des mères. Bah oui, t'as vu ? De leur projection. C'est le pouvoir de ton growth mindset qu'elle t'a transmis, finalement. Voilà. Et on parlera d'ailleurs de ton engagement social aussi dans l'aide des femmes dans de différentes associations et tous les board members que tu es. Mais avant ça, donc, tu as démarré ta carrière dans un autre domaine, finalement. Dans laquelle ? Dis-nous tout. Alors, en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu une idée très... Enfin, j'ai toujours fait des choix. Quand je suis arrivée en France, en fait, quand tu viens, t'es immigré, donc tu dois renouveler ton titre de séjour. Donc, en fait, tes choix de vie sont souvent accolés à une forme de... Comment dire ?
contraintes, voilà. légales. Parfois, donc, tu dois trouver un travail. Si tu es étudiant, tu dois être salarié. Tu dois transformer ton titre de séjour d'étudiant à salarié. Donc, de nombreux choix, souvent, se font par une forme de contrainte. Donc, j'ai tout de suite travaillé. Okay. J'ai travaillé j'avais plusieurs boulots en même temps. Je bossais dans l'hôtellerie. J'étais dans l'équipe du premier hôtel qui a vue sur le canal Saint-Martin. Sympa. T'avais une belle vue. Voilà, j'avais une très belle vue. J'avais une super boss qui est une très très belle personne, copine, amie, qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, Sophie. Et puis on avait une très belle équipe, donc on a monté, ouvert cet hôtel ensemble. Et en parallèle, je faisais aussi une alternance à l'EFMA, donc qui est une organisation financière dans la banque de détail. Et je suis restée dans cette boîte quasi 9 ans, je pense. Je ne sais jamais exactement, j'ai l'impression que je suis restée tellement de temps que... et dans cette boîte, en fait, je m'occupais de l'événementiel et puis on organisait des événements dans le monde entier. Donc je passais ma vie, j'ai passé beaucoup de temps dans l'avion. On faisait des événements aux Émirats Arabes Unis, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada. Je faisais des learning expeditions, des study tours. Et on amenait des banquiers découvrir ça. Et ensuite, j'ai quitté l'EFMA et j'ai fait ma première expérience entrepreneuriale. J'ai rejoint une start-up dans l'hôtellerie qui s'appelait You're Welcome. Et ensuite, j'ai arrêté en fait You're Welcome fin 2019, début 2020, parce que pour la première fois de ma vie, je pense que je me suis posé la question de, si justement je mets les contraintes de côté et que je devais vraiment m'écouter, qu'est-ce que je ferais en fait. Et j'ai eu une période où j'ai fait une pause, voilà. Et pendant 3 mois, et puis après il y a eu le Covid, donc en fait tout le monde a fait une pause en même temps que moi finalement. Et pendant le Covid, j'ai un ami qui m'a proposé de faire du conseil en fait pour lui sur un projet autour de la pandémie. Donc on devait développer une plateforme, Histoire de crise, qui était portée par l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, qui était portée par le Conseil scientifique, dont l'objectif était de collecter les expériences des citoyens pour savoir comment est-ce qu'ils avaient vécu en fait cette pandémie. Ah oui. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et en même temps, j'ai monté Ninti avec Olga. Donc 2020, en fait, pour moi, c'était... on a monté la boîte légalement en 2021. 2020, j'étais dans ce truc entre la pandémie et Histoire de crise où on réfléchissait à monter ce projet Ad Memoriam avec Laetitia. Et puis Ninti est arrivé aussi c'était une période où moi j'avais des soucis de santé, où on embarquait aussi dans un parcours PMA et j'avais beaucoup de réflexions sur... En fait, c'était aussi la période où Jeff Bezos voulait aller faire des vacances, disait il faut qu'on aille sur la Lune, donc on proposait il y avait une dissonance entre ce qu'on vivait avec la pandémie, ces histoires de santé féminine que moi je découvrais, même si j'avais eu des diagnostics bien en amont, mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser dans le cadre de mon parcours PMA. Et je lisais beaucoup et je me disais mais c'est assez incroyable qu'aujourd'hui on peut amener des gens sur la Lune et que sur le sujet de la santé des femmes... il ne se passe rien en fait, et que le spéculum est toujours le même depuis qu'il a été inventé il y a plus de 150 ans. Donc il y avait un peu... il n'a pas évolué. Voilà, il n'y a pas eu d'évolution énorme. Et puis j'ai appris ensuite qu'on est rentré dans les essais cliniques en 1993, et ça encore, je trouvais ça fou. Je me disais, mais... C'était hier en fait. On était à peine nés dans le reste. Non mais... C'est dingue. Et plus je creusais, voilà. Et puis à l'époque, Olga, elle était en Australie et on se faisait des... Parce que Olga, c'est ma copine avant d'être mon associée en fait. Oh, donc, vous êtes connus avec Olga? On s'est connus il y a 9 ans. Non, il y a un peu plus de 9 ans en fait. On s'est connus à un événement Founder. C'était un événement qui n'existe plus aujourd'hui, je pense, qui s'appelait le Founders... C'était un événement sur Paris c'est un Américain qui avait monté ça, Founders Forum. Ah oui, Founders Forum, ça existait. Ouais. Founders quelque chose. Je me souviens plus très bien, mais on s'est rencontrés à cet événement-là. Moi, j'étais pas du tout entrepreneur. Je bossais, j'avais un full-time job
dans cette organisation financière. Et Olga, elle bossait. Mais on s'est croisés à cet événement et on est devenues copines. Le destin. Autour de cet événement, autour de l'entrepreneuriat. Et du coup, alors attends, donc un moment, vous vous rencontrez, vous êtes copines, vous en discutez, voilà. Tu es dans le moment de Covid, tu te poses des questions. Est-ce que c'était assez naturel de te dire que tu allais ouvrir une entreprise avec une copine? Non. Ou c'était vaut mieux pas parce que si ça casse... Non, en fait, au départ, on s'était pas forcément dit qu'on allait monter une boîte. C'est que nous, on est parti du constat du problème, en fait. Okay. On n'a pas tout de suite pensé à... On s'est dit, il y a un problème, il faut trouver une solution, mais sur la forme de à quoi doit ressembler cette solution, on n'avait pas de réflexion. Ça pouvait autant être une asso que... Mais nous, tout de suite, on s'est dit, faut que en fait, c'était une évidence que ça devait être une entreprise parce que la vision et l'ambition de Ninty, c'était il faut qu'on arrive à transformer les cultures d'entreprise. Et il faut qu'elles intègrent ce sujet de la santé des femmes dans leur politique interne. Donc, on touche vraiment à la culture. Oui. Et c'est très ambitieux. Donc, le véhicule, en tout cas, qu'on trouvait le plus adapté pour réussir à atteindre cette mission était une entreprise. Oui. Et en fait, c'est le problème, entre guillemets, que vous avez, de ce que je vois, c'est que c'est considéré comme un nice to have. Or, évidemment, c'est super important, mais c'est super important pour la femme qui le vit. Pour l'entreprise, d'un point de vue stratégique, business, ROI, donc vous, votre objectif, c'est dans sa certaine façon de montrer pourquoi, qu'est-ce qu'elle gagne l'entreprise là-dedans, parce qu'on est quand même dans un monde où chacun doit gagner quelque chose, surtout la boîte. Et donc, c'est ça que vous essayez de trouver depuis quelques années, ou c'est trouvé, parce que vous avez... Bon, alors on est tout de suite passé sur le mode entrepreneuriat, mais vous parlez beaucoup avec les entreprises. Oui. Est-ce que vous le voyez, cette nécessité, ils la voient, ou il y a encore beaucoup d'évangélisation, d'éducation à faire dans ce domaine? Encore beaucoup d'éducation. Alors, en octobre 2021, on a notre CABIS. Oui. Donc, officiel. Félicitations. Voilà. Et puis, les quelques mois avant, avec Olga, on fait surtout beaucoup d'exploration. C'est-à-dire qu'on fait des entretiens, on interviewe plus d'une centaine de femmes. Dans ces entretiens, le sujet du travail revient systématiquement. Le sujet de je ne veux pas dire au travail ce qui m'arrive. Le lien entre ma santé sexuelle et reproductive et mon environnement de travail. Donc, que ce soit la ménopause, les femmes qui les fausses couches, les arrêts de grossesse, l'endométriose, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, les parcours PMA, la grossesse. Toutes ces histoires, en fait, sont racontées de manière très singulière, mais il y a quasi systématiquement un vécu commun autour de comment est-ce qu'on navigue ces moments de vie, certes ponctuels mais vulnérables, dans le monde de l'entreprise. Et une certaine souffrance cachée. Complètement, voilà. Très cachée, d'ailleurs. Très cachée, beaucoup de tabous. Et là, on se dit, en fait, le sujet, c'est l'entreprise, puisqu'on a des prises en charge, on a des parcours de soins, donc on a des politiques publiques sur la santé qui sont mises en place, qui sont pas parfaites, mais qui sont aussi très bien, et on a beaucoup de chance, en tout cas en France, d'avoir des prises en charge à 100% pour plein de pathologies. Mais dans le monde du travail, une absence totale de la conscience du sujet. Donc on se dit, il faut qu'on aille, un peu naïvement, on se dit, les entreprises, elles savent, on a des solutions, quoi. On est en mode, voilà. On leur parle, ils vont acheter. Et en fait, on réalise que non. Non, ils ne savent pas, ou non, ils ne veulent pas proposer cette solution. Non, ils n'ont pas totalement la prise de conscience, souvent. Donc c'est tout début, en fait. Mais qui est dû à la fois à un héritage en termes de tabou, mais des deux côtés. C'est-à-dire que sur la PMA, par exemple, une femme sur deux ne le partage pas à son employeur, quand bien même on a des temps d'absence légaux pensés par la loi. Et beaucoup de femmes vont poser des RTT, poser des congés, faire des arrêts maladie, parce qu'il faut partager l'information avec son manager si on veut bénéficier des temps d'absence légaux. Et ça existe depuis longtemps, ces temps d'absence légaux? Est-ce qu'elles le savent, les femmes? Alors, beaucoup ne le savent pas. Donc, il y a un sujet de communication. Et en même temps, donc, il y a le tabou du fait qu'on ne souhaite pas partager, mais des fois, ces tabous du fait qu'on ne souhaite pas partager,
historiquement, sont justifiées par le fait qu'il y a de la discrimination dans le monde du travail en lien avec ces sujets-là. Et en même temps, les entreprises qui ont aussi des tabous, en fait, de leur côté. Une des grandes craintes, par exemple, c'est porter ces sujets, c'est ramener les femmes dans une posture de fragilité et de vulnérabilité. Et on ne veut surtout pas contribuer à ça. Oui. Donc il faut réussir à montrer du doigt les deux et à se dire, en fait, le fait de continuer à invisibiliser les sujets contribue aussi au problème. Donc c'est comment est-ce qu'on sort de ce tabou, mais ces tabous viennent, c'est un héritage culturel, c'est très ancien. Darwin, qui est un scientifique qui a apporté beaucoup de choses à l'humanité, disait que les femmes étaient inférieures biologiquement aux hommes. On avait des diagnostics d'hystérie quasi systématiques il y a 150 ans, quand on disait qu'on avait mal quelque part. Donc ça vient aussi d'un héritage qui est beaucoup plus... très ancré et historique aussi, culturel. Donc c'est comment on arrive à dépasser ça pour arriver à des solutions très concrètes pour permettre aux femmes de ne plus avoir à faire de compromis entre leur carrière et leur santé. Et tu vois, alors c'est une question classique, est-ce que tu vois, je vais pas te poser, est-ce que tu vois un progrès, mais est-ce que tu vois plus de progrès si tu t'adresses aux femmes ou si tu t'adresses aux hommes ou si tu t'adresses à un mélange des deux? Est-ce que vos interlocuteurs sont quand même finalement assez féminins? Parce que dans les entreprises, vous parlez au RH. Et les RH, c'est souvent les femmes. C'est à 70% des femmes. Et il n'y a pas forcément de différence. En fait, le sujet, c'est vraiment comment on dépasse la prise de conscience pour sortir en fait, de ce tabou qui crée de l'inaction. Oui. Voilà. Et en fait, qu'on soit un homme ou une femme, des fois, on peut avoir plus de sensibilité parce qu'on vit des choses. Donc ça, souvent, les champions, les personnes qu'on appelle les champions et les championnes, hommes et femmes de Ninti, donc qui poussent nos messages en interne, c'est très souvent des hommes et des femmes qui traversent des choses, en fait. Oui, qui sont dans eux-mêmes touchés. Donc on n'a pas besoin de convaincre. Et tu es donc aussi... membre de board member de 2 associations. Oui. Tu peux nous en parler, et dont l'une qui œuvre pour l'éducation des femmes en Afghanistan. Alors la deuxième aussi j'aime beaucoup, mais celle-là, et c'est quand même en fait tu prends les sujets qui sont hyper compliqués. Je sais pas. Mais qui sont nécessaires visiblement. Oui, donc, oui, Learn Afghan, c'est une association afghane. Donc je suis au bord de 2 associations. Il y a Sista en France qui œuvre justement pour qu'il y ait plus de financement pour les femmes entrepreneurs dans le venture capital, donc les fonds d'investissement, dans les levées de fonds faites par les femmes en fait, donc les équipes féminines à 100%. Il n'y a que 2% de toutes les levées de fonds qui sont faites par les équipes 100% féminines. Qui sont levées. Voilà. Et elles font un travail de plaidoyer assez incroyable et d'accompagnement. Et puis Learn Afghan, c'est une association qui a été montée par Pashtana Dourani, que je connais depuis 3 ans, donc je suis au bord depuis 2 ans. Et on travaille en fait, donc depuis la chute de Kaboul en 2021, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on arrive à continuer à permettre aux jeunes filles d'avoir accès à l'éducation. Donc, on fait beaucoup d'éducation vraiment underground, côté digital. Donc, on utilise des outils digitaux pour permettre aux jeunes filles de continuer à avoir un niveau suffisant pour aspirer à des professions. Donc, c'est pas facile. On a des boards... Vous devez travailler un peu en cachette ou en sous-marin Oui, et surtout, ça marche parce qu'il y a beaucoup d'alliés en fait sur place. Mais en même temps, c'est des boards où notre dernier board, il y avait des vrais sujets de danger vital pour les équipes en fait. Donc c'est pas le board le plus, comment dire, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment une association, et Pashtana, elle a 25 ans, je crois. Elle est jeune. C'est une femme assez incroyable, et c'est une mission qui est fondamentale. Et pour moi, ça fait en fait ce qui se passe en Afghanistan. Et pour moi, il y a un fil rouge sur tout ce qui se passe aujourd'hui sur les sujets des droits des femmes dans le monde. Et ce qui se passe en Afghanistan est peut-être la partie la plus extrême, mais il y a un fil rouge. Et ce fil rouge-là, c'est important d'en avoir conscience.
Alors, tu as des sujets qui sont très compliqués. Complexes et compliqués. Ouais. Tu as aussi une vie. J'aurais dû être ambassadrice à l'ONU, en fait. Mais tu l'es, mais tu vois que tu l'es. Ta mère, elles ont toujours raison, les Elles ont mamans. toujours raison, les mamans. Bon, alors, tu y es presque. Mais tu as aussi une vie. Ouais. Tu as une vie de femme, De d'épouse, femme, ouais. et aussi tu as ton propre mental health. Parce que quand tu es sur ce genre de sujet, tes quotidiens ne sont pas faciles. Comment tu gères tout en fait? À un moment, il y a des downs. Oui. C'est pas tous les jours facile. Comment tu gères tout ça? Je sais pas si j'arrive à gérer. Est-ce que tu gères? Maintenant, j'ai beaucoup de chance, je pense, d'avoir un ancrage très fort dans ma famille, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes nièces, mon mari. J'ai un mari assez exceptionnel qui est mon plus grand fan, je pense, et j'ai beaucoup de, comment dire, d'ancrage en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui me permet de rester grounded. Et maintenant, c'est pas facile tous les jours, et j'ai une très très belle relation avec Olga aussi, qui voilà, parce qu'en plus on a aussi des sujets de santé, donc on est arrivé aussi sur Ninty parce qu'on a eu des errances de diagnostic, parce que moi j'ai eu un parcours PMA, des arrêts de grossesse et des pauses dans tout ça, et en fait je pense que il y a deux sujets, c'est à la fois l'importance de continuer à garder de l'espoir que c'est possible de changer. Pour moi, c'est un peu ça l'espoir. C'est pas comme l'optimisme où peut-être qu'il y aura un miracle ou quelque chose. Je pense qu'on a besoin des deux. Mais dans l'espoir, il y a quelque chose de... Il faut continuer à agir, même quand on ne sait pas quel va être le résultat. Oui. Mais on continue parce que c'est important. On sait que c'est important et que ça va dans le bon sens. Faut pas lâcher. Voilà. Et en même temps, l'année dernière, j'ai eu des moments où c'était hyper dur. Il faut trouver son modèle éco. On génère du revenu, mais on ne génère pas assez. Il faut faire des bourses tout le temps. On n'a pas fait de levée de fonds, donc il y a aussi toute la réflexion de comment est-ce qu'on reste pérenne. On avance, on fait des pas en arrière. On a des entreprises incroyables qui font appel à nos services. Puis on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous disent non, en fait, c'est pas le moment parce que on a envie d'y aller, mais encore un temps d'éducation. Donc garder patience en fait, garder cette patience pour voilà, continuer à garder l'espoir en fait que voilà, c'est dur mais ça va le faire. Et par contre, je suis très disciplinée sur des moments pour moi en fait. Donc tous les jours je marche, j'ai des moments que pour moi. Je prends du temps pour moi, je vois mes copines. Et ça, pour moi, ça me nourrit, en fait, de rester... comment dire? De rester... de prendre soin de toi. Voilà, de prendre soin de moi. Intentionnellement, en fait. Intentionnellement, voilà, exactement. Et ce que j'admire là-dedans, c'est que sur tes réseaux sociaux, t'en parles. Parce qu'en fait... non, mais si, en fait, moi, j'ai vu plusieurs fois l'Instagram où je me suis dit, où tu mets, ce soir, je me repose. Où je prends du temps pour moi, où j'ai fait my morning walk, et à chaque fois je me dis, mais parce que c'est un sujet que je regarde maintenant, et je me dis, elle a le courage de prendre sur son temps et sur elle de faire une pause, rien que 10 minutes, tu vois, je sais pas, un café à Paris, mais d'en parler, c'est le lead by example pour moi, parce on te voit médiatiquement beaucoup quand même, enfin, un petit peu, ou aussi parce que je te suis, je sais pas, mais... Oui, je pense, on est dans nos bulles, on est dans nos bulles, et du coup... Non, mais t'es à cette conférence, en même temps tu voyages, en même temps tu vois, et d'ailleurs à te voir dans toutes ces conférences, on se dit, bah en fait tout va bien, elle doit s'écrouler sous les commandes, mais trouver le temps là-dedans, comment tu fais le temps pour toi, pour prioriser, donc cette discipline, à un moment, tu te l'es construite, en fait, de ce que j'entends. Et aussi, on est en parcours PMA, donc du coup, ça nous impose des temps. Oui, donc il y a ça. Et parce que le parcours PMA, c'est quelque chose... Les gens... donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Et en fait, ça te demande de faire... Tout est autour de ton cycle, une fois par mois. Et ça te demande de faire des rendez-vous à l'hôpital de manière quasi systématique.
Ah oui, donc tu es obligé. Donc déjà, ça te demande d'avoir une discipline dans ton emploi du temps et dans ton organisation. Et ensuite, quand je fais des pauses, on fait le choix de faire des pauses dans notre temps PMA pour ça aussi, c'est savoir s'écouter pour se dire, bah, là, j'ai besoin voilà, de faire une pause parce que les traitements, c'est épuisant. Et ça m'oblige en fait d'avoir une discipline sur le travail avec Ninti. Et en même temps, ça me demande aussi de vraiment prioriser. C'est un peu comme, des fois, je fais le parallèle avec les gens qui ont des enfants, quelque part. C'est quand tu as une contrainte dans ton emploi du temps qui est soit due à un sujet médical ou à un sujet d'organisation familiale ou autre, ça te demande d'être très discipliné en fait sur ton emploi du temps. Maintenant, il y a plein de moments où et là, je pense que j'ai beaucoup de gratitude d'avoir voilà, mon chéri qui me soutient. Il y a plein de moments où je suis vraiment, j'ai des doutes ou voilà, on se pose des questions sur est-ce que c'est pas trop immense comme ambition et on a des entreprises aussi, des DRH, des responsables RSE, des responsables handicap, des référents, des gens de la médecine du travail qui nous encouragent, qui nous achètent de la sensibilisation, qui nous soutiennent. Et ça, pour moi, c'est des signaux positifs des pionniers qui disent en fait, voilà, Faut pas lâcher. Faut pas lâcher parce que votre sujet, c'est pas une question de est-ce que ça va arriver un jour. Ça va arriver. C'est comment atteindre jusqu'à ce jour-là. Exactement. Et ça arrivera plus vite grâce à vous aussi. C'est déjà, continuer ce travail. C'est déjà en train d'arriver pour moi. On n'a jamais eu une année aussi forte en termes de momentum et c'est réussir à garder. C'est ce que je disais avec l'espoir. En fait, l'espoir, c'est continuer sans savoir ce que ça va donner, mais on continue parce qu'on sait, en fait, deep down, we know. Donc l'espoir fait vraiment vivre. Ben complètement. On y est là. Exactement. Écoute, puisqu'on est sur les citations, quelle est ta citation préférée? J'en ai plein. C'est celle que je partage beaucoup, c'est celle de Maya Angelou. Donc, alors, il faut que je la traduise en français. Je vais la dire en anglais pour la traduire en français. C'est People will forget what you say. People will forget what you do. People will never forget how you made them feel. Donc, les gens vont oublier ce que tu as fait. Les gens vont oublier ce que tu as dit. Mais les gens ne vont jamais oublier comment ils se sont sentis en ta présence. Pour moi, ça, c'est vraiment... donc déjà, Maya Angelou, elle me porte beaucoup au quotidien, mais c'est une poétesse assez incroyable d'une ancienne génération qui n'est plus là, mais je trouve qui est très moderne, en fait, et très universelle. Et pour moi, c'est une citation qui est très, très d'actualité, en fait, de rester voilà, ancré et fidèle à son authenticité. Et du coup, nous alors, dans ta présence, on se sent rassurés. Je sais pas, merci. Assurément, on a envie d'avancer. Et moi, je te prends, toi et Olga, c'est souvent un exemple, parce que je sais tout le travail que vous faites aussi. Et je me dis, il faut pas... Alors évidemment, c'est facile à dire, ne lâchez pas, parce que je connais le quotidien qui est complexe parfois. Mais je me dis à moi aussi, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Tu vois, mais bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même trouver les solutions. Voilà. Et donc, j'espère que vous allez continuer. Mais dans ta présence, encouragée et très rassurée, je pense, pour le futur de la santé de la femme. sans parler du fait que j'apprends plein de mots intéressants sur la santé de la femme à chaque fois. Donc... Oui, non mais c'est un sujet passionnant et ce sujet de la santé des femmes, c'est un sujet de santé tout court. Oui. Et c'est un sujet de société aussi. Et quand on fait le fil rouge de nos règles jusqu'à la ménopause avec ce sujet du travail, en fait, intégré par le prisme du genre des politiques internes de santé dans les entreprises, c'est une évidence, en fait. Et je pense que c'est en continuant à partager, à sensibiliser, que ça va venir. Et aussi savoir s'arrêter. Moi, l'année dernière, j'ai pris une pause. Je suis partie 1 mois et demi. Oui. Et je me suis extraite, voilà, pour me ressourcer,
parce qu'au quotidien, c'est C'est pas lourd. évident, c'est Ouais. très très lourd et il faut réussir à concilier tout ça. Et puis on a beaucoup de chance d'avoir des femmes comme toi et des hommes aussi, des membres de notre communauté. Voilà, je pense à plein de femmes voilà, qui nous encouragent, qui nous partagent. Voilà, la veille du Nouvel An, j'ai reçu énormément de SMS de toutes ces personnes pour dire voilà, merci et c'est super ce que vous faites et on a envie de continuer à être là pour vous. Et pour moi, rien que ça, en fait, c'est un succès. Alors, Ninti, c'est une communauté. Une communauté, il y a des hommes et des femmes. Et on invite tout le monde à rejoindre la communauté. Oui, on est d'accord? Il y a un Slack. Alors, vas-y, t'as une meeting. Voilà, t'as tout ton temps. Donc, on se réunit le 25 mars. On va cristalliser. C'est un rêve qu'on a depuis le début avec Olga, de vraiment cristalliser toute notre communauté, à la fois d'académiques, donc des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, des entreprises, des DRH, des personnes référents à handicap, des personnes de la médecine du travail, des personnes du dialogue social, des membres aussi des associations de patients, pour parler de l'urgence d'agir et d'intégrer la santé des femmes dans les politiques internes des entreprises. Voilà, pour faire évoluer les choses. Et c'est le 25 mars au Learning Planet Institute dans le Marais. Ça va être sympa. J'espère. Non, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Et il y a un Slack channel qu'on mettra sous la vidéo. Qui tourne toute l'année en fait. Voilà. Et il y a on partage nos actus. Voilà. On a aussi une newsletter de plus de 2900 personnes maintenant. Donc beaucoup RH et membres de la communauté voilà, où on partage nos actus et ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Alors, on a parlé de la citation que tu préfères, mais il y a une citation que tu dis toi beaucoup, qui vient de toi, que moi j'aime bien, qui est « Il faut arrêter de réparer les femmes et il faut plutôt commencer à réparer le système ». Oui, il faut arrêter de vouloir réparer les femmes et réparer le système qui m'a été inspirée, donc I need to give her the credit, par une femme qui s'appelle Reshma Saujani, que j'ai la chance d'ailleurs qui va intervenir online le 25 mars, qui est une femme avec qui je communique depuis 3 ans, depuis le début de Ninti, qui m'encourage, voilà, quand j'ai des moments de down aussi, qui nous répond. Et c'est vrai que cette phrase, il faut arrêter de vouloir réparer les femmes et réparer le système, je trouve qu'elle est fondamentale parce que c'est en faisant évoluer en fait nos cultures qu'on va réussir à créer des économies durables et des infrastructures résilientes en fait pour que tout le monde puisse s'épanouir au long terme. Et le Forum économique mondial a fait un rapport et qui a dit si on réglait le problème de la santé des femmes dans le monde aujourd'hui, tout de suite, c'est 137 millions de femmes qui pourraient entrer dans le monde du travail à horizon 2035. C'est énorme. Et on se passe d'une grande richesse. Voilà, donc je pense que c'est important de garder ça en tête et de faire évoluer nos systèmes pour développer des économies durables, en fait. C'est pas une question de performance, c'est une question de survie, de pérennité, en fait. Fatou, c'était extraordinaire, comme d'habitude. On s'est rencontrés il y a quelques années, un anniversaire, on n'a pas beaucoup discuté. Et après, je me rappelle, il y a eu ce déjeuner où on a quand même beaucoup discuté. Et depuis, je te suis, j'adore tout ce que tu fais. On aide autant qu'on peut, Ninti. Il faut vraiment s'occuper de la santé des femmes. Mesdames, occupez-vous aussi de votre santé, parce que la santé des femmes, les femmes aussi, elles doivent s'en occuper. Et on se retrouve tous le 25 mars, tous et toutes. Et puis, on continue, on vous suit. Et on verra, c'est un choix entrepreneurial que vous allez probablement faire cette année. Il y a des choix que vous allez devoir faire avec Olga. Nous, voilà, on vous suivra, on fera tout ce qui est dans notre pouvoir. Merci pour ton soutien constant. Et, c'est rien du tout par rapport à ce que vous faites. Non, mais c'est important pour nous parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. C'est grâce à j'ai énormément, j'ai beaucoup de gratitude. Ouais, oui, je peux dire énormément. J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir avoir des femmes comme toi qui nous soutiennent, qui nous font des intros, qui nous poussent. Et ça, c'est très important.
c'est grâce à vous. Merci. The sisterhood existe, il semble. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. C'était un peu émotionnel aujourd'hui, mais c'était super sympa. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Leaders Lab. Merci. Oh, c'est trop canon. Merci.